L'invité d'i24 News ce soir dans cette édition spéciale, c'est Éric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parti Reconquête en France et vous achevez une visite de plusieurs jours ici en Israël. Avant de revenir sur ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, surtout, je voudrais vous demander ce que vous pensez des derniers développements et notamment de la position de la France face à Israël. La France qui avait exprimé une très forte solidarité au début de ces attaques terroristes et de cette guerre et qui hier soir, par un communiqué du Quai d'Orsay, s'inquiète de voir des victimes civiles dans des bombardements de Tsahal à Gaza. L'ONU commence à parler de possibles crimes de guerre. Est-ce que vous pensez que cette solidarité est en train de s'effriter ? Vous savez, la solidarité fut immédiate, à la fois du gouvernement français et de la population française. Et je pense que c'est ça qu'il faut d'abord retenir. C'est une chose nouvelle, mais qui est légitimée par l'incroyable barbarie de ces attaques et le choc qu'a subi la population française et donc le gouvernement français. Mais la vérité, je le dis depuis longtemps, c'est que le problème d'Emmanuel Macron, c'est que il est de plus en plus le président de deux peuples, car il y a deux civilisations sur le sol français, qui, selon le mot d'un de ses anciens ministres d'ailleurs, sont côte à côte pour l'instant avant d'être face à face. C'est ce que je dis depuis des années, on ne peut pas avoir deux civilisations sur le sol français. Et le problème, c'est qu'on les a acceptées, et qu'aujourd'hui, M. Macron, un jour, il donne quitus et il donne satisfaction au premier peuple, et le lendemain, comme il est hanté par la peur de la guerre civile et à tout le moins de nouvelles émeutes, comme on en a eu en juillet, il donne satisfaction à la seconde. Voilà, je crois, le problème de fond. Maintenant, il y a un second problème, qui est important, mais qui n'est pas aussi substantiel, évidemment, parce que là, il touche à la réalité de la France actuelle. Le deuxième, c'est le Quai d'Orsay et la politique étrangère de la France. Je vais aller vite pour ne pas, parce qu'on pourrait parler des heures, mais le général de Gaulle a laissé une stratégie tout à fait bien pensée, qui s'appliquait au Moyen-Orient, mais pas seulement, et qui était que la France, qui n'avait plus la taille d'une énorme puissance, d'un super grand, pour tenir son rang, devait être le protecteur des petites nations. Le Québec, le Cambodge pendant la guerre de Vietnam, Israël. Vous savez, quand il aimait, et d'ailleurs sincèrement admirait Ben Gurion. Et puis, les Palestiniens, qui étaient un mouvement national en émergence, et qui se forgeait, vous vous en souvenez comme moi, en miroir avec le mouvement sioniste, qui était lui-même un mouvement issu des mouvements de nationalité européens. Je crois que cette situation a changé. Et que la position française, qui était de dire il faut deux États pour deux nations, etc., n'est plus adaptée à la réalité. Parce que tout simplement, le Hamas et le mouvement islamiste en général d'ailleurs a modifié les conditions du mouvement palestinien. Le mouvement palestinien, qui était un mouvement laïque, politique, territorial, avec une OLP qui était d'ailleurs composée essentiellement parmi ses dirigeants de chrétiens, et qui avait essayé de forger, encore une fois, sur le modèle des nations européennes, un sentiment national. Aujourd'hui, le Hamas, depuis une vingtaine d'années, a islamisé tout cela, a ottomanisé même, vous savez, de l'Empire ottoman. On apprend l'histoire de l'Empire ottoman plus que des populations palestiniennes. On enseigne les auteurs ottomans plus que le grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Vous voyez, c'est des symboles tout ça. Donc, le Hamas, vous connaissez évidemment sa devise, il n'y a pas les Palestiniens dedans, il y a le Coran qui est la Constitution, et il y a le djihad qui est le chemin et mourir pour Allah. Vous voyez, on est loin des mouvements nationaux européens, des Allemands, des Italiens, etc. Donc la France, j'en viens là, parce que je pense ça depuis quelques années, et là ça se précise, comme je pense que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, que le général de Gaulle aurait tout à fait analysé de façon brillante, comme il le faisait à chaque fois, de guerre de civilisation et non pas d'opposition de mouvement national, je pense que la France doit changer radicalement son logiciel. Ce que le Quai d'Orsay ne fait pas, il annonce des éléments de langage vieux de 40 ans qui avaient leur justification et leur intelligence dans un cadre qui existait et qui, pour moi, n'ont plus lieu d'être. Alors, j'entends ce que vous dites quand vous parlez des deux peuples auxquels s'adresse Emmanuel Macron, mais quand même, si on prend la question, et vous y avez été confronté ici, vous avez rencontré des familles d'otages israéliens, on n'a pas l'impression qu'en France, beaucoup de ces deux peuples sortent dans la rue pour réclamer la libération de ces otages, parmi lesquels des enfants, ce qui est une situation qui apparaît insupportable à tout un chacun. Et pourtant, il n'y a pas de mobilisation dans les rues de qui que ce soit, si c'est de la communauté juive. Je pense que
s'il n'y a pas de mobilisation, je pense que vous vous trompez. Je le dis sincèrement, je suis suffisamment vieux pour avoir connu, même quand j'étais enfant, la France d'avant la guerre des 6 jours. J'ai connu depuis, et j'ai connu dans les années 80, 90, 2000, etc. Je pense qu'il y a un vrai changement. J'ai le sentiment, et c'est ce que je vis en France, que jamais le peuple français n'a été aussi proche du peuple israélien depuis les années 50-60. Il y a effectivement deux peuples, je le maintiens, c'est-à-dire qu'il y a un peuple français qui a compris, vous savez, il y a eu un sondage qui disait que 72% des Français étaient convaincus et craignaient que ce qui est arrivé en Israël arrive en France. Donc vous voyez, ne croyez pas. Et puis il y a un peuple islamo-gauchiste, je le dis depuis la présidentielle, qui a été forgé dans la campagne présidentielle de 2022 de Jean-Luc Mélenchon, qui est composé de musulmans qui votent Mélenchon et de gauchistes qui, au nom d'une idéologie woke que vous connaissez aussi en Israël, qu'on connaît aux États-Unis, qu'on connaît en Angleterre, c'est-à-dire qui privilégie les minorités sur la majorité du peuple français, les minorités ethniques, religieuses, sexuelles, etc., et qui s'allient dans une alliance complètement folle d'ailleurs, puisque l'islam dénonce et martyrise et criminalise toutes ces minorités. Enfin, c'est leur problème, si j'ose dire. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques jours, j'étais encore à Paris, et il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, vous savez, j'ai quitté l'Iran, et j'ai l'impression qu'il arrive exactement ce qu'il est arrivé dans mon pays. C'est-à-dire que les communistes, à l'époque, avaient chassé le chat, et qui a tiré les marrons du feu? Les islamistes de Khomeini, qui ont mis les communistes en prison. Il arrivera la même chose à ces gauchistes français qui aujourd'hui font des mamours aux Palestiniens et à l'islam. Et vous savez, je pense que c'est inexorable. Mais pour l'instant, malheureusement, ils sont alliés contre le peuple français. Ouais. Alors, puisqu'on est en France, après on va revenir en Israël, mais puisqu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui en France, il y a un antisémitisme qui atteint des niveaux rarement vu, vraiment depuis très longtemps. Une parole libérée, on a vu ce qui s'est passé cette semaine sur la radio France Inter, où un chroniqueur a comparé Netanyahou à un nazi sans prépuce. C'est quelque chose de tout à fait consternant. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi, parce que vous n'étiez pas de cet avis il y a quelques années, pourquoi certains juifs victimes d'antisémitisme et d'attaques terroristes antisémites en France préfèrent enterrer leurs victimes ici en Israël plutôt que en France? Je sais pas que je n'étais pas d'accord. J'essayais d'analyser ce que ça signifiait et je m'attristais de voir que des gens enterrent leurs morts en dehors de la France alors qu'ils étaient citoyens français. C'était ça mon depuis. D'ailleurs, j'ai rencontré le grand-père Sandler, qui est un homme charmant et un patriote français qui aime sincèrement la France et qui m'a expliqué qu'il craignait que ses petits-enfants, les tombes de ses petits-enfants soient taguées et soient abîmées. On parle des tueries de Toulouse. Exactement, on parle des tueries de Toulouse. Voilà, ça, parenthèse fermée. Mais sur le fond, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une montée de l'antisémitisme qui est corroborée, qui est provoquée et qui est proportionnelle à la montée de l'immigration arabo-musulmane. C'est simple, ça fait des années que je le dis, ces gens-là, les antisémites d'aujourd'hui, ne lisent pas Drummond et Maurras, mais lisent le Coran et récitent des sourates du Coran pour agresser et pour dire mort aux Juifs. On dit mort aux Juifs au nom de Allah Akbar. Ils sont presque synonymes. Et comme je le dis toujours, vous savez, les islamistes ont une phrase qui est très significative et que j'explique toujours à tous mes compatriotes français, c'est « après le samedi, il y a le dimanche ». On s'en prend d'abord aux juifs et puis on s'en prend aux chrétiens. C'est la logique du djihad. Et là où vous avez raison, c'est que à ce corpus antisémite de l'islam millénaire, puisque c'est dans les textes, c'est dans les récits, c'est dans les légendes, c'est dans la tradition, la fameuse histoire, vous savez, du rocher, Dieu qui dit aux musulmans, le rocher derrière toi, tu peux frapper le juif, etc., etc. Et il y a qui s'agglomèrent, je réponds à la fameuse plaisanterie pourri, on ne peut pas dire d'autres mots, du comique de France Inter, mais France Inter n'en est pas à sa première bévue, si j'ose dire. C'est ce que je vous ai dit, c'est ces gauchistes woke, bien pensants, qui veulent à toute force se soumettre à l'islam conquérant. Ce sont déjà des dhimmis. Ils ont déjà dans la mentalité de dhimmis. Eux, ils ont l'impression que les musulmans sont le nouveau peuple de la révolution.
En fait, ils ont remplacé la classe ouvrière française qu'ils détestent et qu'ils méprisent depuis les années 70 par le peuple musulman qu'ils déifient. Et là, nous avons cette alliance entre eux, comme je vous ai dit, le peuple islamo-gauchiste. Alors, je voudrais qu'on parle de ce que vous avez fait, vu beaucoup de choses. Vous avez été sur le terrain même des massacres. Vous êtes allé à Kfar Aza, l'un des kibboutz martyrs. Comment on ressort, justement, avec un regard extérieur aussi, de ce que vous avez traversé là, et de ce qu'ont vécu ces gens? Écoutez, on passe par de multiples sentiments. J'avais lu, bien sûr, des choses sur les récits, sur ce qu'on avait vu, mais quand on voit, c'est pas la même chose. On est là, on touche, on regarde, on comprend, on sent. Je vous dis on sent parce que ce que j'ai d'abord relevé le plus, que ça soit au centre médico-légal de Tel Aviv, où je suis allé le premier jour, ou que ça soit Kfar Aza le lendemain, c'est cette odeur de la mort. Cette odeur de la mort à laquelle on n'est plus habitué en France et en Europe, et qui vous prend aux tripes. Vraiment, c'est une horreur. Ensuite, je suis allé au centre médico-légal, je vous le disais, dès lundi, à Tel Aviv, et j'ai vu des volontaires qui essayaient, et vous allez voir, c'est tragique, de reconstituer les corps. Car les barbares djihadistes ont non seulement tué ces gens, qui étaient des civils, des enfants, des bébés, des vieilles dames, des jeunes filles, mais ils les ont violés pour les jeunes filles et pour les moins jeunes. Ils les ont ensuite brûlés. Et comme si ça ne suffisait pas, ils rajoutaient des éléments liquides pour le brûler encore plus et pour décomposer les corps. On ne sait pas quelle folie, on ne sait plus en fait, qu'est-ce qui leur passe par la tête. Et donc je suis allé voir à ce centre médico-légal des gens qui essayaient de reconstituer ces corps pour simplement leur donner une sépulture digne et un enterrement digne. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. Ça, c'était le premier jour. Le lendemain, je suis allé à Kfar Aza, et vous avez raison, on voit ce charmant village, avec des petites maisons, vous voyez, on a l'impression de centre de vacances presque. Je plaisante pour donner une petite touche d'amusement, mais parce que c'est un peu ça, des petites maisons sympathiques avec des herbes. Il y avait un terrain de tennis, il y avait un terrain de foot, voilà, des choses vraiment pour se détendre et pour travailler. Et là, on rentre dans ces maisons. Après, vous voyez, là, ce qu'on voit pas, c'est que les soldats sécurisent d'abord et rentrent dans la maison pour être sûr qu'il n'y a pas encore une mine, etc. Oui, on en est là. Oui, c'est encore une scène. Mais bien sûr. Et donc, ils nous laissent rentrer après. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme si la vie s'était arrêtée. On voit une tasse de café à moitié vide. On voit une guitare. On voit vous voyez, des éléments de la vie de tous les jours. Comme si la vie s'était arrêtée. Parce qu'en fait, on nous explique que les djihadistes sont rentrés soudain et qu'ils ont tiré à portant sur tout le monde, je vous dis, sur les enfants, les femmes, etc. Et là aussi, vous savez, on m'a raconté quelque chose qui est triste et tellement révélateur de ce qui se passe. On me dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des pacifistes, qui étaient des humanistes, qui venaient chercher les enfants palestiniens, exactement, des enfants palestiniens pour les soigner quand ils étaient malades ou pour jouer avec leurs propres enfants. Il y avait d'ailleurs, j'ai vu par terre un panneau de Shalom, la paix maintenant. Et ces gens-là, en vérité, ont été massacrés, évidemment, en premier. Et ça me rappelle, vous savez, une phrase que je cite souvent d'un grand philosophe français qui s'appelle Julien Freund, et qui répondait ainsi aux pacifistes qui lui disaient il ne faut pas distinguer entre l'ami et l'ennemi, vous voyez, c'est ce distinguo. Et il leur répondait, mais vous savez, peut-être que vous ne voulez pas désigner d'ennemi, mais ça ne sert à rien, et on s'en moque, parce que c'est l'ennemi qui vous désigne. Et vous pourrez dire, mais non, je veux être en paix avec tout le monde. L'ennemi vous désignera comme son ennemi. Et ajoutait-il, selon la formule, vous savez, célèbre de Voltaire qu'on apprenait à l'école, vous ne pourrez pas cultiver votre jardin. Et c'est ça, ces gens-là. Ils ont voulu cultiver leur jardin. Ils ont voulu être des gens gentils, parce qu'ils l'étaient, qu'ils voulaient vivre en paix et avec tout le monde. Et l'ennemi les a désignés. Vous savez, c'est philosophiquement terrible. C'est une image, effectivement, qui symbolise parfaitement ce qui s'est passé. Merci, Éric Zemmour, d'être passé Merci à vous. Par ce studio d'i24 News pour achever votre visite ici en Israël. Merci de m'avoir reçu.